Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Marianne Nickel. J'ai la chance d'être la directrice de l'espace Mendes France. Je vais juste vous dire quelques mots rapides parce que c'est Johan Frontou qui est là, qui va introduire la conférence tout à l'heure. Je suis vraiment ravie de vous accueillir, Nathalie Cabrol, réellement. Je vous invite à... Enfin, vous avez écrit beaucoup de bouquins, vous êtes très demandé, vous parcourez toute la France. Donc, on est vraiment honoré et content de vous accueillir. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous avez traversé Poitiers à toute allure dans un taxi, dans le respect de la limite de 30 km/h. Et que... et que ça vous a donné envie de revenir. Donc alors là, voilà, vous serez très bien accueillis. Voilà. Juste pour vous dire à toutes et à tous, parce que l'espace Mendes France n'est pas universellement connu, je pense. En fait, l'espace, c'est vraiment un thème fort et un thème phare pour l'espace Mendes France, sans mauvais jeu de mots. On a un planétarium juste à côté. À propos, on a depuis janvier 2 nouveaux films. Dès 3 ans, 6 ans. Donc, je vous invite à venir. On a 2 planétariums itinérants qui parcourent tout le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait son petit effet dans les écoles, c'est super. On a de l'astronomie et des stages de formation. Stage Petit Ours, c'est pas du ski, hein, c'est bien de l'astro, avec médiateur scientifique, des conférences, donc des projections, et puis une revue, dont le lancement est le 29. Revue L'actualité Nouvelle-Aquitaine sur l'espace, avec beaucoup de choses à découvrir en littérature, science-fiction, en sciences dures, avec un labo qui s'appelle P' et qui est incroyable au Futuroscope et à Poitiers. Donc, je terminerai juste en disant qu'on est une association, l'Espace Mendes France, une association qui promeut la culture scientifique. Comme toute association, on est en attente, en proposition d'adhésion. Parce que pour vous, ça vous donnera des tarifs réduits, mais ça vous donnera aussi peut-être la fierté et le bonheur d'être ambassadeur de la culture scientifique. Vous le trouverez sur le site internet et là-haut. Et juste pour vous dire aussi qu'à la sortie, vous pourrez découvrir les livres de Nathalie Cabrol et que c'est présenté par notre partenaire qui est la librairie La Nouvelle Aventure, qui est une SCOP, donc une librairie qui appartient à ces sociétaires. Voilà. Je laisse la parole à Johan. Merci Marianne pour ces mots d'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour cette soirée. Nous sommes, je me joins donc à Marianne, comme elle le disait, très heureux d'accueillir l'astrobiologiste Nathalie Cabrol pour une conférence qui sera suivie d'un temps d'échange. Je la remercie pour sa venue. Je remercie aussi La Belle Aventure qui nous accompagne sur cet événement. Nathalie Cabrol, c'est la directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI en Californie. Un centre de recherche qui vise à étudier la vie dans l'univers, mais également à détecter des traces de sa présence actuelle comme passée, comme par exemple dans les déserts martiens ou sous la glace d'Europa, l'une des lunes de Jupiter, pour ne pas aller trop loin pour l'instant. Alors, planétologue, astrobiologiste, Nathalie Cabrol est également connue pour faire de la plongée extrême. Je me permets de l'ajouter, en particulier dans des lacs que vous étudiez. Je pense à ceux de haute altitude dans les Andes, où vivent des micro-organismes qu'on dit extrémophiles. Et derrière une grande part de ces travaux, que ce soit sur Terre ou ailleurs, eh bien, il y a cette vertigineuse et éternelle question qui est d'ores et déjà notée ici. Certainement d'ailleurs une question que vous vous posez si vous êtes ici ce soir. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Alors pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question, surtout pour comprendre finalement ce qu'elle signifie, ce qu'elle présuppose, nous allons porter notre regard loin au-delà de la Terre, voire au-delà de notre système solaire. Mais nous allons également observer de là-haut notre planète, ce pale blue dot, le point bleu pâle, comme disait Carl Sagan, et la vie qu'abrite la Terre.
parce que cette rencontre, elle prend place dans le cadre des mutations du monde. C'est un cycle de conférences qui est organisé par l'Espace Mendès France en partenariat avec l'Université de Poitiers, et un cycle où nous proposons de réfléchir aux transformations qui ont cours sur notre planète, pour le coup, des transformations qui touchent à notre société, mais qui touchent aussi à l'environnement, les deux étant bien entendu intimement liés. Et je tiens d'ailleurs à remercier le comité scientifique de ce cycle, Régis Barrault, qui est maître de conférence en géographie au laboratoire MIMOC, et Nicolas Beck, qui est maître de conférence en biologie au laboratoire écologie et biologie des interactions. Alors Nathalie Cabrol, vous le résumez très bien, page 25 de Inséparables, votre dernier ouvrage, qui est paru il y a une semaine aux éditions Julliard. Vous dites donc page 25, je prends, hop, voilà. Alors que l'astrobiologie tente de déchiffrer les conditions nécessaires à l'émergence de la vie, elle élargit notre compréhension de son potentiel sur d'autres mondes, et plus on observe, plus on se rend compte de la fragilité de l'équilibre à l'œuvre pour la maintenir sur la Terre. Voilà, je trouve ce passage très parlant. Étudier dans l'univers les zones d'habitabilité, déterminer les conditions nécessaires à l'éclosion de la vie, mais également les conditions pour que cette vie elle se développe et qu'elle perdure dans le temps. Comment cette vie elle va en retour transformer l'espace dans lequel elle est apparue. Tout cela, ça offre un formidable effet miroir cosmique, on pourrait dire, pour penser la vie sur Terre, et ça nous ramène vers les sciences de l'environnement finalement, comme vous le rappelez d'ailleurs à la fin du dernier chapitre du livre. Alors je ne vous spoile pas en lisant ces quelques phrases, pour le coup j'ai noté sur ma feuille, je cite, « Ces deux domaines sont liés par la même mission fondamentale, comprendre l'habitabilité planétaire et la coévolution, terme important, de la vie et de son environnement ». Voilà, je vous laisse donc, Nathalie Cabrol, nous embarquer dans cette recherche de la vie au-delà de l'atmosphère, au-delà du système solaire, et en voyage retour nous parler de notre planète. Merci beaucoup. Tout d'abord, un grand merci à vous tous pour l'invitation. Ça me permet de redécouvrir la France dans tous les sens, en TGV, ce qui est bien pratique. Ça m'a permis aussi de redécouvrir le train. C'était pas tout à fait la même chose quand je suis partie, il y a à peu près 30 ans maintenant. Mais ça me fait vraiment plaisir, entre autres. Ça me permet de redécouvrir ma famille, que je n'ai pas vue aussi depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, on est réunis autour de ce qui est en fait le berceau de la famille humaine et de la famille terrestre, en fait, parce que les humains sont en haut de la chaîne alimentaire, mais ils sont bien loin d'être les seuls organismes à la surface de cette planète. Et comme on le verra tout à l'heure, tous sont liés. Ils sont liés dans la même biosphère. Mais on va commencer à s'intéresser à cette question de savoir s'il y a de la vie au-delà de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça c'est le but de l'astrobiologie, essayer de comprendre si nous sommes seuls dans l'univers. En fait, on a trois grandes questions en astrobiologie. La première, c'est quelle est l'origine et la nature de la vie. Alors, je vais vous donner un raccourci très rapidement, c'est simple. On a des idées, mais on n'est pas vraiment sûr. Sommes-nous seuls dans l'univers? On cherche. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une probabilité qui est très, très vaste. Il y a énormément de systèmes planétaires, mais pour le moment, on est toujours le seul point de référence pour la vie. Et ça, c'est important parce que c'est à la fois porteur dans la recherche, c'est aussi un petit peu limitant. Et puis aussi, et ça, les gens l'ignorent un petit peu plus souvent, c'est la troisième question d'astrobiologie, c'est quel est le futur, sans E en français, excusez-moi, de la vie sur Terre et au-delà. Et ça, en général, le public n'a pas tellement conscience que ça fait partie des questions d'astrobiologie. Et quand j'ai écrit Inséparables, les gens m'ont dit « Mais pourquoi d'un seul coup tu bifurques ?» Alors je les ai regardés et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que la Terre ? Qu'est-ce que c'est que la Terre ? Répondez-moi, j'attends. » Une planète, merci. Les gens oublient qu'on vit sur une planète, qu'on vit dans un système et qu'on fait partie de ce système et que donc les fondements de toutes ces questions se rapportent à la Terre. D'autant plus, on va le voir, que lorsqu'il s'agit de poser les questions d'astrobiologie, il y a quand même pas mal de questions de paradoxes, de paradigmes. Et en particulier, nous sommes les points de référence, mais on ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. Il y a des définitions, entre guillemets.
Aujourd'hui, la communauté scientifique repousse l'idée même qu'on ait une véritable définition de la vie. On a une définition pour l'exploration. En exploration, quand on va chercher la vie ailleurs que sur la Terre, on utilise la définition suivante, c'est un système chimique indépendant capable d'évolution darwinienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que c'est un système chimique qui est capable de s'adapter et de changer au fur et à mesure que le milieu change. Mais en dehors de ça, moi ça m'amuse toujours beaucoup parce que j'ai dit, est-ce que vous connaissez beaucoup de choses qui soient indépendantes sur cette planète? Alors, on va faire un petit exercice. Si vous croyez qu'on est véritablement très indépendant de notre planète, je vais vous demander de vous arrêter de respirer pendant 10 minutes. Mais au moins, ce n'est pas complètement faux non plus. Il y a une certaine indépendance des cellules, il y a du métabolisme, on est aussi... Ça nous sert à explorer. On s'accorde à dire que c'est une définition de travail, une définition d'exploration. Mais aujourd'hui, il y a... au moins jusqu'à hier, 142 définitions de la vie. Pas une, 142. Ça dépend quel métier vous faites, quel domaine scientifique vous intéresse, ou simplement quel est votre domaine de recherche, la question à laquelle vous voulez répondre. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent non, ce ne sont pas des définitions en vrai. Ce sont des descriptions de la vie. Et maintenant, il y a encore... En supplément, une nouvelle école, et celle-là, je l'aime assez, qui commence à dire qu'on n'a peut-être pas besoin de définir la vie du tout, que c'est quelque chose qui, en fait, nous contraint dans notre recherche de la vie ailleurs, parce que ça nous donne des cadres qui sont rigides. Et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a, en particulier dans la nature de la vie, il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui en biophysique, et spécialement des théories qui reprennent celles de Schrödinger il y a très très longtemps sur la nature de la vie et qui, elles, s'intéressent beaucoup plus à la thermodynamique et à l'entropie, qui sont des définitions et des processus universels, plutôt qu'à l'origine de la vie, à un environnement. Parce que quand vous regardez l'origine de la vie et vous cherchez qu'est-ce qu'il faut pour la vie pour qu'elle apparaisse, alors vous vous soumettez à des contraintes qui est la vie qui nous ressemble. On a besoin d'un certain nombre de choses pour que la vie apparaisse sur Terre. Et on verra que ce n'est pas complètement stupide parce qu'en fait, on est composé des choses les plus abondantes dans l'univers. On y reviendra. Mais donc, ce n'est pas simple. Quelle est l'origine de la vie? On ne sait pas vraiment. On connaît les milieux. On a une bonne idée de là où ça a pu se produire. Mais on n'est pas encore sûr. Les autres questions qui nous intéressent, c'est quand et comment elle est apparue. Quand on commence à avoir une petite idée sur la Terre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que les premiers vestiges de la vie sur Terre, et c'est toujours les premiers vestiges visibles de la vie sur Terre, les premiers fossiles, ils ont environ 3,5 milliards d'années. Ce sont des fossiles de petites algues bleues et vertes qu'on a trouvés en Australie et ailleurs. Et là, ce sont les premiers fossiles, c'est clair. Mais depuis, on a trouvé des tout petits cristaux avec à l'intérieur de la graphite qui tend à nous prouver que parce que le carbone à l'intérieur a une signature particulière, le carbone a différents isotopes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, il y a différents types de carbone. Vous avez du carbone 12, du carbone 13, etc. La vie est excessivement paresseuse. Elle a tendance à casser les molécules pour son métabolisme qui sont les plus faciles à casser. Et il y a certains types de carbone qui sont un petit peu plus faciles à casser que d'autres. Et quand vous voyez une abondance dans un certain type de carbone, ça veut généralement dire que la vie est là et qu'elle a transformé son environnement. Et si on en croit donc ces petits cristaux de zircon qui ont survécu à la tectonique des plaques, qui ont survécu à l'érosion, qui ont survécu à tout un tas de choses, eh bien les premières traces indirectes de la présence de la vie sur Terre, c'est pratiquement immédiatement après que la planète se soit refroidie. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça recule véritablement très loin dans le temps l'idée qu'on pouvait avoir de l'apparition de la vie, et ça commence à aussi venir se bousculer contre cette idée qu'on a, est-ce que la vie est apparue? Personnellement, j'aime pas ce terme-là parce qu'on a le sentiment qu'il y a un magicien qui est arrivé avec une baguette magique et d'un seul coup, pouf, la vie était sur Terre. On parle d'une transition maintenant. Beaucoup plus la communauté scientifique s'accorde à penser que c'est une transition, mais si vous passez d'un environnement où il n'y a pas la vie, où c'est avant la vie, et un environnement où il y a la vie, où est-ce que vous mettez la démarcation? Alors, il y en a qui vous diront l'ADN, l'ARN, etc. Mais en fait, c'est complètement aléatoire si on regarde bien.
Alors aujourd'hui, ça a envoyé le balancier de l'autre côté complètement pour la recherche de la vie dans l'univers. Il y a certains théoriciens qui vous disent peut-être que l'univers est vivant, mais ça, pour vérifier une théorie pareille, c'est pas tout simple. Mais donc c'est un petit peu aujourd'hui là où on se trouve dans une espèce de révolution complète dans notre approche de l'origine de la vie, quand on commence à avoir une bonne idée, en tout cas sur Terre, en admettant que les zircons qu'on a trouvés, ces cristaux, nous montrent véritablement l'apparition de la vie. Comment elle est apparue? On verra tout à l'heure qu'il y a différentes écoles de ce côté-là aussi. Où elle est apparue, là aussi, il y a différents milieux qui peuvent expliquer l'apparition de la vie. Et bien évidemment, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait dans la recherche de la vie ailleurs dans l'univers est finalement simplement le reflet de nous-mêmes. On se cherche nous-mêmes. Les questions que l'on pose quand on cherche la vie sur Europe, c'est de savoir si, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de l'énergie, est-ce qu'il y a du carbone, est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous sommes fabriqués. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, toutes les questions qu'on pose à l'extérieur, vers l'extérieur, quand on pose la question de la vie, c'est des questions à propos de nous-mêmes. On essaye de trouver quelque chose qui nous ressemble. Et on verra que, justement, ces nouvelles théories aujourd'hui, elles permettent un petit peu de s'échapper de ces choses-là. Alors, on va faire le voyage depuis le début. Il n'y a encore pas si longtemps, on pensait que les éléments, les atomes qui nous constituaient étaient apparus un petit peu plus tard dans l'histoire du cosmos. On pensait qu'il y avait le Big Bang et puis il y avait une première génération d'étoiles et une deuxième génération d'étoiles. Et qu'en fait, on commençait à produire des métaux suffisamment lourds pour avoir des planètes et des systèmes planétaires avec des étoiles de type de notre Soleil. Et James Webb a commencé à regarder l'univers d'une manière un petit peu différente. Le premier fond de ciel a été une révolution absolument extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de galaxies déjà formées. Ça, c'est une première chose. Ça ne remet pas nécessairement en cause la cosmologie, mais en tout cas peut-être l'âge de l'univers ou du Big Bang tel qu'on le conçoit. Donc énormément de galaxies. Tout ce que vous voyez là, à part les petites choses qui ont des spikes ici, ce sont des galaxies. Imaginez la Voie lactée. Il y en a quelques centaines juste dans cette image-là. Et chacune d'elles contient en moyenne 100 milliards, 200 milliards d'étoiles. Et si on prend comme référence notre propre galaxie, eh bien, il y a autant de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. Aujourd'hui, on le sait, avec les recherches de Kepler. Et je ne parle même pas des satellites autour des planètes. Vous imaginez, le potentiel, c'est important, on le verra, parce qu'il n'y a pas que des planètes qui peuvent être habitables. Mais si ça, déjà, c'était étonnant, ce que vous voyez là, c'est encore plus étonnant, parce que ce sont des molécules organiques. James Webb a détecté des molécules organiques. Alors, les molécules organiques, ce n'est pas la vie, mais ce sont les briques de la vie. C'est ce qui sert à faire à constituer la vie telle que nous la connaissons, seulement 500 millions d'années après le Big Bang. Et ça, on ne l'attendait pas du tout. Et elles sont partout. Elles sont dans le milieu interstellaire, dans le système solaire aussi, dans le milieu interplanétaire. C'est très facile à former, mais on se dit dans le système solaire, après tout, 5 milliards d'années, c'est normal, tandis que là, il y a 12 milliards et demi d'années, et d'un seul coup, ça remet un petit peu les choses en perspective. Alors encore une fois, est-ce que l'âge de l'univers est exact? Peut-être qu'il est plus ancien que ce qu'on croyait, c'est pas le problème, mais on a la formation des briques du vivant, tel que nous connaissons la vie, il y a 12 milliards et quelques années. Alors effectivement, on assiste aussi à des spectacles absolument magnifiques. C'est encore une image du James Webb, les piliers de la création revisités. Et ce que vous voyez ici, ce sont des nébuleuses. Et chaque petit point rouge que vous voyez, c'est une étoile qui naît. Ce sont des berceaux d'étoiles. Et elles apparaissent un tout petit peu diffuses comme ça. Et ce qu'il y a autour de ces étoiles, ce sont des nuages de poussière et de gaz. Et quelques temps plus tard, quand vous regardez ces nuages de poussière et de gaz, ce que vous voyez au milieu ici, c'est cette étoile qui commence à s'allumer. Le nuage de poussière et de gaz, c'est un système planétaire en formation.
si vous regardez cette image-là, que vous multipliez la distance à peu près par 4, on ressemblait exactement à ça il y a 4,5 milliards d'années. C'est la vision, c'est une vision de nous-mêmes. Ce n'est pas le système solaire, hein, mais un système planétaire qui naît autour d'une étoile, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on est capable de les observer et d'observer toute cette évolution. Encore une fois, le regard de la recherche de la vie dans l'univers qui se tourne vers nous-mêmes et nous apprend, nous donne ce regard vers le passé et nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Il y a toujours cet aller-retour. Toujours cet aller-retour. C'est pour ça que c'est tellement important. Quand je disais tout à l'heure, les gens qui me disaient « Mais pourquoi tu as fait un détour ?» Je dis « Non, c'est exactement ça. L'astrobiologie, non seulement regarde en haut, mais elle regarde aussi à l'intérieur. » Et voilà, le système solaire imaginé, c'est nous. S'il y avait eu un extraterrestre quelque part qui regardait dans cette direction, il y a 4,5 milliards d'années, il nous aurait vus comme ça. Qui pouvait dire à ce moment-là quel serait le futur de ce système planétaire ? Quand vous levez les yeux au ciel, chaque soir, quand vous rentrez chez vous maintenant, vous avez probablement un ciel qui est assez décent dans la région. Eh bien, imaginez qu'autour de chaque étoile que vous voyez, en moyenne, il y a une planète. Et c'est une moyenne, bien évidemment. Alors, maintenant, il y a beaucoup de planètes dans l'univers, mais elles ne sont pas toutes habitables, hein, pour la vie telle que nous la connaissons. Mais aussi, ce qu'on a appris ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas si longtemps encore, il y a une 60aine d'années, on pensait que bien pour arriver à avoir de la vie autour d'une étoile, il fallait que ce soit une étoile de type solaire pour avoir un système planétaire, pour que la vie se développe, etc. Encore une fois, c'est parce que c'est la seule chose qu'on connaissait. On a ici 6 classes d'étoiles. Et aujourd'hui, avec la mission Kepler, TESS, les observatoires au sol de l'ESO, que ce soit de l'ESO ou des États-Unis, etc., on sait et on a trouvé des planètes autour de 5 de ces classes. La seule autour de laquelle on n'a pas trouvé de planète, c'est la plus grosse. Ce n'est pas tellement étonnant. Tout simplement parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de planètes qui se forment autour de ces supergéantes. Mais pour avoir une zone habitable autour d'une supergéante, la zone habitable, elle est à quelques 10 000 unités astronomiques. Il faut 10 000 ans, en fait, pour que la planète fasse le tour de l'étoile. Parce que la zone habitable d'une planète, c'est une définition. Il faut que la température soit ni trop chaude ni trop froide, pour que l'eau puisse rester à l'état liquide en surface. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais enfin, en général, c'est comme ça qu'on l'a défini. Alors, vous voyez ici, c'est défini comme une zone, bien évidemment. Hein, ce n'est pas un point dans l'espace, c'est une zone, elle est là. Si vous êtes ici, vous êtes trop près de votre étoile, donc trop chaud. Si vous êtes trop loin, c'est trop froid pour la chimie qu'on connaît pour la vie sur Terre. Voilà la zone habitable. Donc, plus vous avez une étoile qui est grosse, plus vous devez aller loin pour avoir votre zone habitable. Et alors là, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, c'est-à-dire que non seulement ça prend du temps pour faire le tour, ce qui est bien pour les anniversaires, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que ces étoiles-là ne vivent pas très longtemps. Elles brûlent beaucoup d'énergie très rapidement, elles ne vivent que quelques millions d'années. Et même si la vie est apparue extrêmement rapidement sur Terre, ça laisse très très peu de chance à la vie de pouvoir se développer. En plus, si même il y a des planètes, et probablement il y en a, imaginez la taille de ces étoiles qui font quelquefois 1000, 2000 fois le diamètre du Soleil, peut-être quelquefois plus, sans compter la masse. Vous avez une toute petite planète qui va passer devant. Si vous la cherchez avec la méthode du transit, c'est-à-dire essayer de comprendre comment la luminosité baisse quand vous observez cette planète qui passe comme une éclipse, si vous voulez, juste devant l'étoile, c'est très difficile. Ne serait-ce que pour des transits dans la région d'Orion, qui est quand même pas si loin que ça, vous avez une baisse de luminosité qui est infime, c'est du 10 millième, quelquefois du millionième, dépendant de la taille de l'étoile. Donc devant une supergéante, c'est un problème. L'autre côté qui est plus favorable, c'est de dire que ces étoiles sont tellement larges qu'elles transitent pendant plus longtemps. Donc on a peut-être un petit peu plus de chances de les attraper. Un autre problème encore, c'est qu'il faut 10 000 ans pour qu'elle fasse le tour. Donc, si on ne tombe pas dessus tout de suite, généralement,
Oui, c'est un petit problème. Mais bon, donc vous comprenez instinctivement que la distance, elle est relative à la taille et au type d'étoile et à l'activité, parce qu'il y a aussi l'activité. Vous avez des étoiles qui sont extrêmement actives, qui jettent du plasma, qui envoient des rayonnements qui sont un problème pour les planètes qui sont autour. Alors voilà les zones habitables, quand vous avez des étoiles plus chaudes, des étoiles plus froides, et puis des étoiles comme le Soleil. Mais la zone habitable aussi, et ça c'est quelque chose de fondamental, c'est jamais défini pour le restant de la vie d'une étoile. Une étoile, c'est comme une personne. Ça a une enfance, ça a une jeunesse, une adolescence, un âge adulte, et ça a une mort. Et pendant toute cette période-là, ce qui va définir toutes ces étapes dans la vie d'une étoile, c'est la luminosité de l'étoile. Quand le Soleil a démarré, il n'était pas aussi lumineux qu'il est aujourd'hui. Pendant toute sa phase de jeunesse, au début de l'évolution de la Terre, il était à environ 75% de la luminosité qu'il est actuellement. Alors là, c'était le paradis pour Vénus. Elle était plus proche du Soleil, et donc c'était parfait. Elle était à l'intérieur de la zone habitable. Le Soleil a commencé à devenir un petit peu plus lumineux, donc la zone habitable s'est déplacée vers l'intérieur du système solaire. Il y a quand même un moment dans l'histoire du système solaire où il y avait 3 planètes habitables dans le système interne. Vénus, la Terre et Mars. Et toutes les 3 avaient des océans. Et ensuite, lorsque le Soleil est entré dans sa séquence principale, c'est-à-dire quand il a commencé à activer sa fusion nucléaire, eh bien Vénus s'est trouvée trop proche du Soleil, en tout cas pas trop. Sa distance n'a pas changé, c'est la quantité d'énergie qui est arrivée à la surface qui a changé. Et donc, on a eu un effet d'emballement, et c'est la surface de Vénus qu'on connaît aujourd'hui. La Terre, eh bien, elle est à l'intérieur de la zone habitable, mais elle est beaucoup plus proche de la limite de la zone habitable qu'on ne le pensait auparavant. Ça aussi, c'est quelque chose que nous ont appris les études des exoplanètes. Une planète qui est très très bien, c'est Mars, qui est à l'intérieur aussi de la zone habitable, toujours aujourd'hui, même si ça paraît étonnant parce qu'elle est complètement aride et pas tellement accueillante en surface. Mais la raison pour laquelle elle n'a pas d'eau en surface de manière permanente, on peut avoir de l'eau à la surface de Mars en été dans des bassins très très profonds. Parce que simplement elle est très proche du point triple, c'est-à-dire du point où elle peut être liquide, gazeux et solide. Mais la seule raison, c'est parce qu'elle a perdu son champ magnétique et donc son atmosphère a été balayée. Et on y reviendra parce que là aussi, c'est quelque chose que nous ont appris les exoplanètes. Maintenant, on sait pourquoi c'est arrivé. En dehors des vents solaires, en dehors de toutes ces choses-là. C'est aussi parce que le système solaire devrait aussi avoir un Jupiter chaud. Vous avez entendu parler des Jupiter chauds. On les a observés. Ce sont les premières exoplanètes qu'on a trouvées en grande quantité, qui sont de la taille de Jupiter ou un petit peu au-dessus, et qui généralement sont très très proches de leurs étoiles. Elles sont verrouillées, elles présentent toujours la même face à leurs étoiles. C'est des effets de marée gravitationnelle, tout simplement. Et alors, on se grattait bien la tête pour savoir pourquoi nous, on n'avait pas un Jupiter chaud. En fait, on en avait un, ou on a failli en avoir un. C'est notre Jupiter. Au début de son histoire, Jupiter s'est formé, et au lieu d'être là où on la voit, elle a commencé à migrer vers le Soleil, parce que sur l'orbite qu'elle avait, à ce moment-là, elle était plus attirée par le Soleil. Donc, elle a commencé à migrer vers le Soleil, et c'est simplement dû à la formation de Saturne que par effet gravitationnel, Saturne l'a ramenée là où elle se trouve dans le système externe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de Jupiter chaud. Et à ce moment-là, ça a fait du dégât, parce que lorsqu'elle est partie vers le Soleil, il y a eu beaucoup de changements par gravité avec des mouvements, avec les ceintures d'astéroïdes, etc. Mars aurait dû être beaucoup plus grosse. Et une partie des éléments qui devaient former Mars, en fait, ont été attirés par gravité par Jupiter. Ça a aussi créé un bombardement absolument invraisemblable d'astéroïdes et d'autres objets qu'on voit à la surface des planètes aujourd'hui. Mais en l'occurrence, c'est la migration de Jupiter dans le système solaire qui, d'abord, a empêché Mars de devenir une planète de la taille de la Terre. On devrait avoir 3 planètes de la même taille. Et on verra ça avec le système de TRAPPIST. Ce n'est pas aussi rare que ça. Il y a des systèmes où il y a seulement des planètes de la taille de la Terre.
La seule chose qu'on n'a pas trouvée chez nous, enfin la seule chose, c'est des super-terres. On entend beaucoup parler de super-terres, c'est-à-dire des planètes qui font à peu près 2 à 10 fois la masse terrestre et la taille de la Terre. Et alors ça, on ne les a pas trouvés, mais il y a des théories, enfin il y a des gens qui disent que ce qui se passe à l'extérieur enfin tout au fond de notre système solaire, au-delà de Pluton, etc., ils voient beaucoup de turbulences gravitationnelles dans ces régions-là. Ils se demandent s'il n'y a pas quelque chose là-bas. Vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse planète X. On en entend souvent parler, ça revient régulièrement. Il y en a qui vous disent que c'est tout un tas d'astéroïdes, il y en a d'autres qui disent que c'est une super-Terre qui est là-bas. Encore une fois, donc, ce qui est important à retenir, c'est que l'habitabilité, même naturelle, elle n'est jamais définitive. C'est quelque chose qui va varier dans le temps avec l'évolution de l'étoile. Et en particulier, même aujourd'hui, si la durée de vie du Soleil est encore de 5 milliards d'années environ, à moins que les choses se gâtent véritablement, la luminosité du Soleil deviendra de toute façon trop importante d'ici 1 milliard d'années pour que la vie, telle qu'on la connaît, puisse survivre à la surface de la Terre. Ça veut dire donc que la vie elle-même a déjà parcouru 80% de son temps de résidence à la surface de la Terre. Ça ne veut pas dire que des espèces microbiennes ne peuvent pas survivre en profondeur, les extrémophiles, comme on les appelle, mais la vie complexe telle que nous la connaissons à la surface, c'est 1 milliard d'années tout au plus aujourd'hui, à moins qu'on précipite un petit peu le mouvement. Alors, c'est dommage, je n'ai pas eu le temps de changer cette chose-là ici, parce qu'il y a un petit moyen plus mnémotechnique de se souvenir de ce dont la vie a besoin. Je vous ai dit tout à l'heure, maintenant on essaye de définir la vie, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie sur Terre. La vie sur Terre, donc un système chimique autonome capable d'évolution darwinienne, on en a parlé, donc c'est quelque chose qui change avec le temps, mais ça aussi, il n'y a pas si longtemps, n'y croyez pas. Il y a 200 ou 300 ans, la vie c'était quelque chose qui était apparu sur Terre et qui était adapté de toute façon depuis le début et ça ne bougerait pas. Ensuite, Darwin est arrivé en disant non, la vie ça évolue. Ça mute, ça change. Et aujourd'hui, on va encore un petit peu plus loin. On parle de coévolution de la vie et de l'environnement. J'en parlerai parce que ça, c'est un concept absolument fondamental de l'astrobiologie. Alors, la vie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle organise l'environnement autour d'elle de manière très différente par rapport aux non-vivants. C'est-à-dire qu'elle a tendance à avoir cette fâcheuse habitude de vouloir organiser le chaos et de transporter l'information et l'énergie de manière différente de ce qui est vivant. Ça, on le sait. Et alors, c'est intéressant, il y a des théories aujourd'hui qui disent que la vie est le résultat inévitable de la thermodynamique. Et que c'est le meilleur moyen, c'est complètement contraire à l'idée d'entropie, c'est-à-dire qu'elle va organiser le chaos. Alors ça emmène évidemment dans des considérations absolument formidables, parce que si on pense que l'univers est dynamique, et on voit qu'il est dynamique, aujourd'hui, on a une certaine masse de matière et un certain agencement de la matière dans l'univers. Est-ce que ça veut dire que la vie telle que nous la connaissons est un moment dans le temps de l'univers? Est-ce que la vie était possible avant? Est-ce qu'elle sera possible dans le futur? Ça commence à entraîner des questions qui sont un petit peu plus profondes. Mais pour la vie aujourd'hui telle qu'on la connaît, et il y a 4 milliards d'années, ici, elle a besoin de ces éléments-là. Alors ça, c'est le moyen mnémotechnique pour se souvenir. C'est simplement les éléments, les atomes. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, sulfure et phosphore. C'est le fondement de ce qui nous fait fonctionner. Ici, ensuite, vous avez besoin, dans cet environnement, d'eau, d'énergie, de nutriments, d'abri aussi. Vous avez besoin de pouvoir vous protéger contre les rayonnements cosmiques ou simplement, quel que soit l'extrême, mais ces abris, ça peut être une colonne d'eau, ça peut être une atmosphère, ça peut être des rochers, ça peut être tout un tas de choses. Sur Terre, on en a des tas de refuges pour la vie. Donc, on a besoin d'un refuge et on a besoin d'une source de carbone, tout simplement parce que le carbone, c'est la charpente de la vie sur Terre. Et aussi, c'est un atome très sympa, on peut créer des molécules assez longues, et c'est essentiel à la vie sur Terre. Donc, c'est ce qu'on sait de la vie.
Évidemment, les biologistes vous diront, bien, il y a le métabolisme, il y a ceci, il y a cela, mais une définition claire, on est encore en train de chercher un consensus pour ça. Et il y a même des gens qui disent, il n'y a pas besoin de définir la vie. Maintenant, on va parler des origines. Alors, pourquoi j'ai mis les origines? Pour tout un tas de raisons. Le premier, c'est que là aussi, il y a une espèce de consensus quand même de dire que la vie est apparue dans des endroits où il y avait des gradients d'énergie importants. Et donc, ça veut dire qu'en général, les deux thèses aujourd'hui, elles ne s'opposent pas nécessairement, mais enfin, ce sont les deux grandes écoles. Il y en a qui vous disent que la vie est apparue au fond des océans, près des fumeurs, parce que ce sont des endroits extrêmement dynamiques où vous avez beaucoup d'énergie qui est nécessaire à la vie et où elle trouve tous les nutriments. Et il y en a d'autres qui disent oui, mais il y a quand même un problème avec ça, c'est que c'est un environnement qui, malgré tout, ne change pas beaucoup. Et on est d'accord que ça doit être autour de systèmes hydrothermaux, mais peut-être que si la vie est sur Terre, autour de régions hydrothermales, alors on a des cycles secs et des cycles humides qui sont beaucoup plus favorables à la création de plus longues molécules, etc. Donc en ce moment, ce sont deux écoles, je ne dirais pas qui s'affrontent, mais enfin deux modèles de théorie. En clair, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau et on a besoin de tout ce que j'ai montré tout à l'heure. Et puis il y a les gens qui vous disent, oui, ben non, mais ça marche quand même quand il fait froid. Il y a des gens qui vous disent que la vie est apparue dans un monde froid. Et ça a du sens parce que, rappelez-vous, le Soleil ne faisait que 75% de sa luminosité à l'époque. Et on a toujours cette espèce de paradoxe du Soleil, du jeune Soleil. Et on ne l'a pas encore tellement bien expliqué. On peut parler d'effets de gaz, d'effets de serre dans l'atmosphère parce qu'il y avait beaucoup de dioxyde de carbone, c'était 96% de l'atmosphère primitive. Il y avait aussi du méthane, donc là encore, un gaz à effet de serre, il y avait de la vapeur d'eau, mais ça ne suffit pas vraiment. On est encore un petit peu en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce domaine-là, mais en tout cas, il y a tout un tas de thèses qui existent. Les sites hydrothermaux, le froid, la chimie du froid. Il y en a même qui vous disent la vie, elle est née de l'argile. Parce que l'argile, elle a une structure, c'est un minéral qui a une structure qui permet, en fait, qui aurait permis la réplication et le début de la vie. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est pour vous dire à quel point encore on est ouvert sur l'idée des origines de la vie. Et en plus, il ne faut pas voir ça de manière monolithique. Parce que quand on regarde toutes ces théories, on peut prouver qu'elles marchent, n'importe laquelle d'entre elles. Et il n'y a personne qui nous prouve qu'il y a une seule origine de la vie sur Terre. On ne peut pas le prouver encore. On peut émettre une hypothèse qu'après tout, la vie est apparue de manière différente. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que tous les organismes qui vivent à l'heure actuelle sur Terre descendent d'un seul arbre de vie. Ça, on le sait. Ils viennent tous du même endroit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous nés au même endroit et ensuite qu'ils se sont dispersés, que la vie est née dans un endroit et s'est dispersée? Ou est-ce que c'est simplement l'arbre de vie qui était le plus résistant et qui est là aujourd'hui? Et puis, parce que les chercheurs sont quelquefois facétieux, il y a toujours quelqu'un qui vient pour compliquer les choses. Et il y a quelqu'un qui a proposé la biosphère de l'ombre. Alors, la biosphère de l'ombre, moi, j'adore ça parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. La biosphère, vous savez, ce sont tous les environnements là où la vie est possible dans notre planète. Mais la notion de biosphère de l'ombre, c'est aussi de dire que, eh bien, peut-être, il y a plus qu'un seul arbre de vie sur Terre, mais que les autres ont peut-être une chimie un petit peu différente de la nôtre. Et il suffirait de pas grand-chose. Il suffirait peut-être qu'il y ait un petit peu plus ou un petit peu moins d'acides aminés, que vous ayez les mêmes molécules mais avec une géométrie différente. La chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des tests pour trouver la vie telle qu'on la connaît. On ne sait pas, et ça nous heurte à la même question. Comment détecter la vie telle que nous ne la connaissons pas? Et donc, la biosphère de l'ombre, moi, elle m'intéresse pas pour dire si elle est vraie ou elle est fausse.
mais simplement intellectuellement parce que ça nous force à penser à comment essayer de trouver la vie telle qu'on ne la connaît pas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important en astrobiologie pour ne pas essayer de rentrer dans cet entonnoir qui nous confine à essayer de chercher la vie telle qu'on la connaît. Alors voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez ces fumeurs que vous voyez au fond des océans, qui sont des endroits extrêmement dynamiques. Dans les années 70-80, on a commencé à penser à ces environnements comme ceux qui étaient favorables à l'apparition de la vie, à l'origine de la vie. Et en plus, l'avantage avec les fumeurs au fond des océans, c'est que, rappelez-vous, il y a 4,2 milliards d'années sur Terre, il ne faisait pas bon être à la surface, véritablement. Vous aviez toujours ce bombardement intensif d'astéroïdes, de comètes, et ce n'était pas des petites choses, hein. C'était des planétoïdes de quelques centaines de kilomètres de diamètre, dizaines de kilomètres de diamètre, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elles impactaient, c'était un véritable désastre à la surface de la Terre. Donc il est aussi probable que la vie est apparue plus d'une fois sur Terre et qu'elle a dû recommencer plus d'une fois. Et voici le même type d'environnement, mais cette fois à la surface. Vous avez la même énergie, etc. Ce que vous voyez en fait, le rouge, là, ce n'est pas du tout des minéraux, ce sont des pigments que les algues produisent parce que c'est pris dans les Andes, ça, et on est à 4500 mètres et il y a beaucoup d'UV très court. Donc, beaucoup de théories. Et puis aussi, une meilleure compréhension de ce qui se passe sur une planète. Et ça a beaucoup d'importance pour ce qui suivra et en particulier pour notre regard sur notre propre planète. Lorsqu'une planète se forme, elle donne les contraintes physiques et chimiques à ce qui sera possible en tant que développement du vivant. Sur Terre, vous n'avez pas une biochimie qui peut arriver à 1500 degrés ou à moins 500 degrés. On a une pression atmosphérique, on a une gravité particulière, on a des températures particulières, et il s'est développé toute une biochimie relative à ces conditions-là. Et puis, bien évidemment, quand la vie est apparue, elle a tout changé. Elle a absolument tout changé. Une des plus grandes évidences de l'interaction de la vie avec l'environnement, c'est évidemment il y a 2 milliards et quelques millions d'années, quand les petites algues bleues et vertes se sont mises dans la tête de capter le dioxyde de carbone de l'atmosphère primitive et de relâcher de l'oxygène. Pendant 200 millions d'années, cet oxygène il est parti au fond des océans. Aujourd'hui, vous avez des magnifiques formations. Vous voyez toutes ces bandes de fer qui sont la marque dans la pierre de la transformation pour la première fois de l'environnement par la vie. Mais quand cet oxygène n'a plus pu être fixé dans les sédiments marins, il a commencé à s'échapper dans l'atmosphère. Et c'est ainsi qu'on a aujourd'hui, vous respirez cette atmosphère qui est riche en oxygène, qui n'est pas du tout liée à la formation de notre planète, qui n'est pas du tout liée à des conditions physiques et chimiques, mais qui est la première transformation de l'environnement par la vie. La différence entre les cyanobactéries et nous, c'est que les cyanobactéries, elles ont développé un environnement qui leur a permis de survivre, et ensuite a amené à la diversification, à la biodiversité de cette planète. C'est l'explosion, l'oxygène a permis de faire une explosion de biodiversité. Aujourd'hui, ce que font les humains, c'est tout le contraire. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est la première espèce à la surface de cette planète qui est enfin en train de créer un environnement qui lui est défavorable. C'est aussi probablement la plus intelligente, paraît-il. Mais ceci étant dit, le climat de notre planète a changé et change depuis toujours parce qu'elle a des caractéristiques particulières, astronomiques. Elle est inclinée sur son axe, elle a une certaine révolution, elle a des tas de cycles. Si on regarde tous les cycles de la planète Terre, ils sont mis tous ensemble sous le terme de cycle de Milankovitch. Et ça fait que le climat change avec des périodicités très différentes. Il y en a qui sont sur quelques dizaines de milliers d'années, quelques-uns sur quelques centaines de milliers d'années, et d'autres sur quelques millions d'années. Et en même temps, vous avez aussi des changements de climat qui sont catastrophiques, qui sont dus à des collisions avec des astéroïdes. Ça a donné lieu à quelques extinctions aussi. Vous avez aussi des éruptions volcaniques qui sont catastrophiques. Je ne vous parle pas de celles de l'Etna ou de Hawaï ou du Mont Sainte-Hélène. Je vous parle des trappes du Décan et des trappes de Sibérie. Là, ça dure 600 000 ans à 1 million d'années et ça ne s'arrête pas. Là, oui, vous commencez à changer l'environnement. Et dans tous ces cas-là, lorsque le climat change,
la vie doit s'adapter. Et aujourd'hui, on arrive à... La vie est tellement résistante parce que celle qui est arrivée jusqu'ici, c'est parce que tous les ancêtres ont résisté à des changements assez faramineux. Mais en retour, la vie aussi continue de modifier l'environnement. C'est ça qu'on appelle coévolution. C'est cette espèce de danse intime de l'environnement qui change la vie et la vie qui change l'environnement. Alors l'histoire de l'atmosphère de la Terre, tout le monde à peu près la connaît. Combien d'entre vous savez qu'environ 30%, entre 30 et 50% des minéraux qui existent à la surface de la Terre n'existeraient pas si la vie n'était pas là? Ouais. C'est à ce point, c'est donc la marque, la signature de la vie sur une planète. C'est cette interaction permanente. Alors, la vie, elle laisse des traces dans son environnement. Et ici, j'emploie le terme de biosignature. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en astrobiologie. Signature de la vie, bien évidemment, ce n'est pas tellement compliqué, mais c'est pour essayer de comprendre justement cette interaction. On essaie de la comprendre sur Terre, on la mesure sur Terre, et on va dans des environnements analogues pour essayer de comprendre, quand je dis des environnements analogues, c'est analogue à d'autres environnements planétaires qu'on voudrait explorer pour y chercher la vie. Et on essaye de comprendre quel type de vie y survit, quelle est son interaction avec l'environnement, quel type de signature elle va avoir. Et ces signatures, ça peut être donc des minéraux particuliers, ça peut être aussi des textures de sédiments particuliers, des types de roches qui sont développées. C'est ce qu'on appelle des biosignatures. En général. Il y en a plus que ça, ce n'est pas seulement physique, je vais en montrer quelques-uns. Vous avez ici, par exemple, vous les connaissez, c'est les fameux stromatolites, je parlais des petites algues bleues et vertes. Ils laissent des traces dans les sédiments qui sont des sédiments cycliques. J'allais dire ils recrachent, c'est pas tellement... simplement, de par leur métabolisme, ils fixent le carbone dans les roches et ce que vous voyez ici, c'est les dépôts qui sont des dépôts quelquefois saisonniers ou annuels, etc. Alors ça, c'est une biosignature, c'est la trace de la vie construisant des édifices de par son activité métabolique. Vous avez aussi des molécules particulières vous avez, qui sont des signatures de la vie, vous avez des isotopes particuliers, puis vous avez aussi l'organisme par lui-même. Ça, c'est cet organisme-là qui laisse cette signature-là. Donc ça, ce sont les signatures que l'on cherche et les signatures de l'interaction entre la vie et l'environnement. Et puis, bien, la biophysique, on en a parlé tout à l'heure. Si aujourd'hui, on en est toujours à chercher la vie dans le système solaire et même ailleurs, la biophysique, elle nous dit que la vie est apparemment inévitable parce que c'est une façon d'organiser le chaos dans l'univers. Donc on verra dans les prochaines années où vont ces théories, mais pour moi je les aime beaucoup parce qu'elles nous donnent des marqueurs universels. Encore une fois, quand on cherche la vie telle qu'on la connaît, on est limité parce qu'on va toujours chercher des environnements qui ressemblent à celui de la Terre. Tandis que quand on commence à prendre des marqueurs universels comme la thermodynamique, comme l'entropie, comme d'autres choses, à ce moment-là, on commence à se libérer un petit peu de cette contrainte. Alors, je vous parlais tout à l'heure des signatures de la vie et la vie au-delà de la zone habitable. Je vous ai dit tout à l'heure que la zone habitable, là où se trouve la Terre, etc., ça fluctue dans le temps. Mais aussi la recherche, l'exploration en astrobiologie, ces 40 dernières années nous a montré qu'on pouvait se trouver parfaitement en dehors de la zone habitable et toujours avoir des environnements habitables. Et ça, c'est un petit peu différent. Ça veut dire que, en clair, vous êtes en dehors de la zone habitable, c'est-à-dire au-delà de Mars, en clair, pour notre système solaire, mais que vous avez des environnements dans certains des mondes du système solaire externe où vous avez des conditions d'eau, d'énergie, de nutriments, de sources de carbone, etc., qui sont présents au même endroit en même temps. Et alors, c'est pour ça que nous allons dans des régions qui ressemblent à ces environnements pour essayer de comprendre quel type de vie survit, comment les détecter. Vous avez quelques exemples ici. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de rayonnements, spécialement des rayonnements UV courts, par exemple, comme vous les trouvez en haut des Andes. Ici, c'est un lac au sommet d'un volcan à 6000 mètres dans les Andes. Il est rouge, pas à cause de la minéralogie, c'est les pigments d'une petite algue qui se situe dans l'eau. L'eau est absolument transparente. Absolument transparente. Ce que vous voyez ici, c'est le pigment.
Et la couleur n'est pas du tout exagérée, c'est exactement comme ça que ça se trouve. Donc une autre biosignature, par exemple, ce sont les pigments qu'on trouve et les lipides qu'on trouve aussi dans les roches. Un autre abri que vous pouvez trouver, c'est la vie qui vit à l'intérieur des roches. Quand vous ne pouvez plus survivre à la surface parce que c'est trop dangereux, vous avez dans les déserts où il y a beaucoup de rayonnement UV, vous avez la vie, ces petites algues bleues et vertes, toujours les mêmes. Eh bien, elle vit à l'intérieur des cristaux. Les cristaux sont translucides, ce qui fait que ça leur permet toujours de faire leur photosynthèse. Mais les cristaux les protègent des rayonnements UV courts et ça leur permet de survivre comme ça. Vous voyez ici, dans cette roche ici, c'est un sel en fait. Et toute cette bande ici, c'est une colonie de cyanobactéries qui vit en symbiose avec une autre espèce, peu importe. Et là, encore une fois, des pigments qui sont créés. Donc la vie au-delà de la zone habitable, c'est possible, mais elle doit être équipée. On ne s'attend pas aujourd'hui à trouver de vie à la surface de Mars. Je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'est peut-être pas aussi profondément ancrée qu'on veut bien le croire, parce que j'ai suffisamment bourlingué dans les déserts extrêmes, dans des endroits où il y a des quantités d'UV qui sont assez semblables à celles qu'on peut trouver, en tout cas pour les UVB, à la surface de Mars. Mais c'est quand même... cet exercice-là nous apprend à comprendre quel type de vie peut survivre et surtout quelle signature elle laisse. Ce que vous voyez ici, c'est un cristal de sel et à l'intérieur de ces cristaux de sel, vous trouvez des bactéries qui sont parfaitement heureuses de pouvoir survivre dans le désert d'Atacama ou d'autres déserts. Je connais celui-là suffisamment bien. Alors, maintenant, on va faire rapidement un tour du système solaire et ensuite aller un petit peu plus loin. On a parlé de Vénus tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que Vénus est habitable? Elle est trop proche du Soleil. Elle est trop proche du Soleil. Mais il y a quand même des gens aujourd'hui, des chercheurs, qui vous disent on a découvert de la phosphine. Et sur Terre, la phosphine, elle est seulement créée par l'activité biologique. Alors bon, il y a beaucoup de controverses sur cette découverte-là, mais leur argument, c'est que bien entendu, ils ne pensent pas qu'il y a de la vie possible à la surface de Vénus. 93 bars de pression et 450 degrés, c'est quand même... vous avez beau aimer la chaleur, c'est... Voilà. Alors, mais par contre, il y a quand même quelque chose d'intriguant. C'est qu'entre 60 et 80 km d'altitude dans l'atmosphère de Vénus, il y a 1 bar d'atmosphère et la température est celle qu'on a en moyenne à la surface de la Terre. Et justement, à cette altitude-là, on aperçoit ces nuages sombres. Et il y a des chercheurs qui disent qu'en pointant les spectromètres dans cette direction-là, ils ont trouvé de la phosphine. Alors, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Oui, ça a été très controversé. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de répéter cette expérience sans beaucoup de succès. Mais quand même, l'idée étant que, est-ce qu'il existe un écosystème possible dans les nuages de Vénus? Alors, pour les gens qui font des études d'environnement, ça pose quand même un problème. Moi, je veux bien être optimiste, je suis plutôt du genre optimiste naturellement, mais là, ça pousse un petit peu quand même les limites. Parce que sur Terre, vous trouvez des bactéries dans l'atmosphère. Il n'y a absolument aucun doute. Vous pouvez envoyer des ballons sondes, vous allez trouver des bactéries et des virus autant que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont qu'en transit dans l'atmosphère. L'atmosphère est trop instable de toute manière pour pouvoir procurer un environnement ou un écosystème pour la vie. Donc ça pose déjà un problème. Donc s'ils ne peuvent pas rester, il faudrait qu'ils aient été pris sur la surface, comme ça se passe sur Terre. En fait, pourquoi vous avez des microbes qui qui sont emportés dans l'atmosphère? C'est parce que vous avez du vent, des éruptions volcaniques, et tout le monde est pris et emmené en altitude, ou alors simplement par les vents aussi à la surface de l'océan. C'est comme ça que des microbes transitent d'un point à l'autre. Il y a une très belle image que vous avez par les satellites. Tous les ans, vous voyez ces masses de poussière qui partent du Sahara et qui vont vers l'Amérique du Sud. Ça participe de la même chose. Il n'y a pas que de la poussière, il y a aussi des microbes qui font le voyage avec eux.
Donc, le problème, c'est qu'il fait quand même 450 degrés à la surface de Vénus et que ce n'est pas véritablement viable. Par contre, d'un autre côté, on a beaucoup d'activités volcaniques, on le sait maintenant, sur Vénus. On commence à avoir une évidence qu'il y a toujours de l'activité volcanique sur Vénus. Et je pense que ça nous apprend quelque chose sur le cycle du magma et des gaz dans Vénus, plutôt que ça nous apprend quoi que ce soit sur la possibilité de vie sur Vénus. Mais on verra, parce que là, il y a quelques missions qui vont partir dans pas longtemps et qui vont pouvoir nous dire si c'est possible ou pas. J'aimerais bien, mais si on trouve de la vie sur Vénus, c'est vraiment l'antithèse de la vie sur Terre, et ce serait formidable, parce que ça nous apprendrait quelque chose dont on n'en a pas la moindre idée. Et ce serait un deuxième point. L'autre, qui est beaucoup plus favorable, c'est Mars, évidemment. C'est pour ça qu'on est un petit peu, je dirais pas obsédé par Mars, mais on va sur Mars régulièrement, et pour de nombreuses raisons. Tout simplement parce que c'est l'environnement le plus proche de celui de la Terre dans le système solaire. Quand le système solaire a commencé à s'est formé, les deux planètes avaient environ le même environnement, sauf que Mars était un petit peu plus loin, elle était un petit peu plus froide. Mais vous n'avez pas besoin d'inventer de vocabulaire pour décrire Mars. Vous parlez de vallées, vous parlez de chenaux, vous parlez de lacs, vous parlez de calottes polaires, vous parlez de dunes. Non seulement ça ressemble à ce qu'on connaît, mais en plus c'est fabriqué avec les mêmes choses. C'est de la silice, c'est des minéraux dont on connaît l'origine et on sait comment ils se forment. Donc on peut expliquer Mars de manière facile. Et, la seule chose, c'est que Mars était très favorable jusqu'à il y a 3,5 milliards d'années. Aujourd'hui, elle semble un petit peu moins favorable, mais elle l'est plus quand même que ce qu'on croyait. Il y a toujours de l'activité volcanique sur Mars, il y a toujours du magma qui se promène à la surface. Et ça, il y a 10 ans, on ne le savait pas. On a découvert qu'il y avait des volcans qui étaient jeunes au fond de Valles Marineris. Une des plus récentes activités volcaniques qu'on a décelées à la surface de Mars a au maximum 500 000 ans. Ça veut dire pas grand-chose, en fait. Et donc un magma qui bouge toujours sous la surface. Ce qui veut dire que la source d'énergie, on l'a toujours. Il y a de la glace partout, même dans les moyennes latitudes. On a trouvé des réserves de glace extrêmement importantes. Il y a l'eau. Et en plus, il y a la topographie. Je vais quand même avancer, on pourrait passer tout un tas de temps là-dessus. Mais en clair, Mars, la topographie, ça va du sud au nord. Et après l'équateur, ou juste à l'équateur, vous avez cette dichotomie qu'on appelle avec le plateau et la plaine d'un côté. Donc, au niveau de la circulation hydrologique, il y a un grand mouvement qui va du sud vers le nord. Et il se trouve que, justement, dans cette zone entre le plateau et la plaine, vous avez aussi les grands volcans. Ce qui veut dire qu'il y a une accumulation des aquifères à cet endroit-là et en plus une source d'énergie qui est là. Et les missions sur Mars ont découvert suffisamment de nutriments pour savoir que tous les éléments sont là pour la vie encore aujourd'hui sur Mars, mais sous la surface. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller de près. Je n'ai pas pu m'empêcher, je vous ai quand même mis des jolis paysages sur Persévérance. On pourrait être n'importe où sur Terre. Et c'est absolument incroyable. Cette région-là nous montre des galets qui ont été roulés dans les torrents il y a 3,5 milliards d'années. Et puis, bah oui, celle-là aussi, je l'aime beaucoup parce que pendant longtemps, on a pensé que l'atmosphère était trop fine pour qu'il se passe quoi que ce soit. En fait, l'atmosphère martienne a de superbes nuages. On a aussi ils sont beaucoup plus fins que sur Terre, bien entendu, mais ce sont des cirrus de glace qui se forment régulièrement, dépendant de la saison. Et en plus, il y a des superbes couchers de soleil bleus, tout simplement parce qu'il y a de l'atmosphère, il y a des poussières dans l'atmosphère. Donc vous avez la planète bleue avec des couchers de soleil rouges et la planète rouge avec des couchers de soleil bleus. C'est facile à retenir. Pourquoi Mars nous intéresse? Pour toutes ces raisons-là. L'environnement le plus semblable à celui de la Terre et peut-être notre pierre de Rosette. Qui a entendu parler d'échanges planétaires? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors je vais vous expliquer ce que c'est parce que ça a à voir avec ça. Au début de l'histoire du système solaire, comme je vous ai dit, c'est un grand chaos. Il y a des astéroïdes partout, il y a des comètes partout, les planètes se forment, ça s'accrète, ça explose,
ça éjecte, etc. Donc, à un moment donné, vous avez proto-Mars et proto-Terre qui commencent à se former et elles entrent en collision avec tout un tas d'astéroïdes. L'un des plus fameux pour la Terre, c'est Theia. C'est pour ça qu'on a la Lune qui tourne autour de nous. Mais il y a des collisions qui sont tellement dynamiques et tellement fortes que ça éjecte des matériaux au-delà de la gravité de la planète, c'est-à-dire qui partent dans l'espace. Et c'est vrai aussi bien pour Mars que pour la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir voyagé un petit peu dans le système solaire, eh bien, on a les preuves que des matériaux qui sont partis de Mars ont atterri sur la Terre. Et le reste, on n'a pas encore trouvé de matériaux terrestres sur Mars, mais le reste, on sait que théoriquement, c'est possible. Donc, il y a un échange de matériaux entre ces deux planètes. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est que Mars, étant plus petite, s'est refroidie un petit peu plus vite et elle a probablement un océan avant la Terre. Alors, évidemment, il y a des gens un petit peu facétieux qui nous disent « mais après tout, peut-être qu'on est ces Martiens qu'on recherche ». Parce que les environnements étaient tellement semblables et la vie est apparue tellement rapidement sur Terre, et si la vie est quelque chose d'assez facile à développer, ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est une spéculation, bien, c'est tout à fait possible. Ou il est possible que la vie sur Mars soit héritée de celle de la Terre ou pas du tout, ou même, alors que, plus compliqué encore, il y a eu un échange des deux côtés. Mais que ce soit ça ou pas, il y a quand même quelque chose qui est très important. C'est que notre planète, elle a la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. Aujourd'hui, on a une biodiversité absolument formidable qui est due à l'énergie et au dynamisme de notre planète, la tectonique des plaques, l'érosion, etc. Seulement, le mauvais côté des choses, c'est que ça a effacé la trace des anciennes roches, du souvenir de ce moment où on avait cette transition qui était en train de se passer. Tandis que Mars s'est refroidi beaucoup plus vite et des roches de 4,300 millions d'années sur Mars, on en connaît. Il y a des affleurements partout à la surface de Mars, dans l'ancien plateau cratérisé. Et si la vie est apparue sur Mars, qu'elle nous ressemble ou qu'elle ne ressemble pas, elle a peut-être, dans ces affleurements, le témoignage de cette période où quelque chose a changé dans l'environnement et a amené à la vie. Voilà pourquoi c'est important, parce que là, on peut essayer de trouver des réponses. Ensuite, eh bien, elle a été habitable quand même pendant un peu plus d'un milliard d'années en surface. Maintenant, elle est toujours habitable, mais sous la surface. C'est ce que je vous ai dit là. On a aussi des petites questions. Il y a du méthane qu'on voit sur Mars. Il y a des isotopes de carbone qu'on a un petit peu le mal à expliquer dans certains sédiments qu'on a trouvés. Je vous disais tout à l'heure que le carbone 12, généralement sur Terre, ça dit qu'il y a des microbes. Ce n'est pas que ça nécessairement, mais c'est un bon indicateur. Et on a trouvé ça aussi à curiosité. Maintenant, le tout est de savoir si l'environnement martien a permis de préserver les signatures de la vie quand elle est apparue. Est-ce qu'un jour on trouvera des fossiles? Est-ce que ces fossiles sont sous forme de molécules, sous forme d'autre chose? On ne sait pas. Allez. La planète océan. C'est nous, j'ai entendu. Oui, c'est nous. La planète océan, c'est nous. Ou alors peut-être le satellite océan, c'est Titan. Parce que Titan, il a des lacs et des mers en surface. Mais la seule différence, c'est que c'est des hydrocarbures. Il fait tellement froid que ce sont des hydrocarbures, c'est du méthane et de l'éthane liquide. Titan, c'est un petit monde. Vous avez l'impression que vous reconnaissez tout ce que vous voyez, et pourtant, rien de ce que vous voyez est ce que vous croyez. Vous avez encore une fois des volcans, vous avez des dunes, vous avez des rivières, et on a atterri dans le lit d'une rivière avec Huygens. Les images qu'on a, c'est ce fabuleux lit de rivière. Je me rappelle encore en regardant les images quand on les a vus arriver, avec des magnifiques galets émoussés. Ça aurait fait la joie. Je sais qu'il y a des géologues des géographes aussi, magnifiquement émoussés. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit on a atterri sur la plage. J'étais pas loin de la vérité, sauf que c'est des galets qui avaient été roulés dans un torrent. Alors vous imaginez, ils ont été roulés dans un torrent de méthane. Déjà, c'est pas mal de faire le retour dans... Mais ces galets, il fait tellement froid sur Titan que la chose la plus dure, c'est la glace d'eau. Et ce que vous voyez, c'est pas du granit ou c'est pas n'importe quelle roche, du calcaire ou quoi que ce soit, c'est de la glace d'eau, c'est des galets de glace d'eau. Alors maintenant, on va refaire l'exercice. Vous pensez à des galets de glace d'eau qui sont roulés et émoussés dans des torrents de méthane. Bienvenue sur Titan. C'est pas fini. Il y a des dunes sur Titan. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, les dunes? C'est du sable.
Voilà. Alors, vous imaginez sur Titan que les dunes sont formées d'abord par les précipitations. Il pleut aussi sur Titan. C'est du méthane aussi. Hein, il pleut sur Titan. Et donc, ce qui pleut sur Titan, c'est des molécules organiques. Parce qu'il y a le soleil qui travaille avec les hydrocarbures dans l'atmosphère. Ça transforme la chimie qui se passe dans l'atmosphère, transforme tout ça en molécules organiques. Et ça précipite à la surface. Donc, ce que vous avez des champs de dunes de molécules organiques. C'est un petit peu difficile à concevoir. Il y a des volcans. Il y a des volcans aussi sur Titan. Et encore une fois, il fait tellement froid sur Titan que le truc le plus chaud, c'est de la lave d'eau. C'est de l'eau qui sort des volcans, mais c'est des mélanges un petit peu chimiques. On appelle ça des clatrates. C'est une structure différente. Mais si vous voyez de la glace arriver vers vous, si vous étiez un humain et que vous aviez la possibilité de rester en face de ces laves-là, c'est de l'eau. Donc, c'est un monde différent. Mais là où je veux porter l'attention, c'est que c'est un autre monde. On parle d'un monde océan, et la raison pour laquelle on parle d'un monde océan, c'est pas tellement pour ce qui se trouve à la surface, c'est qu'en plus d'avoir des lacs et des mers de méthane en surface, il y a un océan d'eau 60 km sous la surface, sous une croûte de glace. Moi, je voudrais être petite souris pour savoir ce qui se passe dans la région où les deux se rencontrent, parce qu'ils se rencontrent de toute façon. Donc, un monde océan. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 16 mondes, des satellites en général, et quelques planètes, la nôtre et Mars. Mars est un ancien monde océan, qui peuvent être considérés comme des mondes océans dans le système solaire. Ça nous change la vision de ce qu'on connaissait il n'y a pas si longtemps. Alors la plupart de ces océans, bien entendu, ils vont être sous une couche de glace, et là on sort complètement de la zone dite habitable du système solaire. On est dans le système externe. Et vous avez Europe qui a une couche de glace de dizaines de kilomètres, et vous avez un océan avec des systèmes probablement hydrothermaux, on n'y arrivera pas. Mais donc, vous avez ces systèmes hydrothermaux, vous avez des remontées de matériaux, et vous les voyez sous les fractures ici, avec littéralement l'océan qui monte à la surface. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de créer de sous-marin pour aller visiter l'océan d'Europe. Il monte vers nous, tout simplement à cause des effets de marée gravitationnelle avec Jupiter. Les fractures s'ouvrent et les fractures se ferment en fonction de la distance d'Europe avec Jupiter. La même chose pour Encelade. Vous avez entendu parler d'Encelade avec les geysers à la surface d'Encelade. C'est la même chose. Là, on connaît très bien les geysers. C'est le même principe qu'Europe. Vous avez aussi des systèmes hydrothermaux, une convection, mais là, vous avez des fractures qui s'ouvrent très fort, et donc vous avez des geysers plus importants. Ce qu'on connaît un petit peu moins bien, c'est que lorsque ça part dans l'espace, il y a une partie qui s'en va et qui retombe sur des satellites, d'autres satellites de Saturne, mais il y a aussi une grande partie qui retombe à la surface. Alors, si vous voulez faire du ski dans le système solaire, c'est là qu'il faut aller. Une belle poudreuse de plusieurs centaines de mètres, et qui probablement, elle aussi, a des molécules organiques, des quoi que ce soit que l'océan contienne. On a parlé de Titan, donc ça, je vais pouvoir le passer. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, avec cette circulation, peut-être des conditions favorables dans l'océan souterrain de Titan, et des signes, des biosignatures, des signatures de la vie qui peuvent peut-être remonter, puisque finalement, ce qui se passe ici, c'est le magma froid, mais qui vient sous forme de lave ensuite à la surface. Donc avec Dragonfly, avec la mission de la NASA dans les années 30, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Le système externe, là aussi, possibilité d'océan autour des lunes de Neptune et d'Uranus. Tout simplement, ça c'est non seulement les données de Voyager qui datent des années 70, mais aussi l'observation télescopique qui nous montre que si c'était des planètes complètement denses, elles n'oscilleraient pas de la manière dont elles oscillent. Donc il est très probable qu'elles aient aussi des océans. Il y en a certaines qui ont des traces de geysers ici, vous voyez. Donc probablement aussi quelque chose qui se passe sous la surface. Et je n'ai pas pu résister, mais j'ai mis les différentes vues de Neptune, Voyager 2, Hubble et maintenant James Webb.
Et puis, il y a les choses qu'on n'attendait pas, les petits mondes de 500 km d'un seul coup, avec des évidences qu'il se passe quelque chose sous la surface. Ici, c'est Cérès, avec la mission Dawn. Quand on est arrivé, on avait tout simplement l'impression que les extraterrestres avaient allumé la lumière et nous faisaient des signaux. C'est tellement, tellement brillant. Ces dépôts de sel, ce sont des dépôts de sel qui montent à la surface et qui semblent indiquer qu'il y a toujours sous la surface au moins un liquide visqueux, une glace visqueuse et peut-être même encore un petit océan qui est probablement pas global mais qui reste sous forme de poche. Ça c'en est un, vous voyez les dépôts ici. Mais il y a aussi Pluton, auquel on ne s'attendait absolument pas. Bon, Ganymède, on le sait, mais le problème avec Ganymède, c'est qu'il n'y a pas comme Encelade et comme Europe des fractures pour ouvrir vers l'extérieur. Et ça, on en a besoin si on veut pouvoir avoir de la vie, parce qu'autrement, les réserves sont limitées dans un monde qui est clos. Mais par contre, Pluton et Cérès, là, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie, mais les conditions d'habitabilité sont là. Si vous me donnez 10 minutes, j'y arrive. On sort du système solaire, finalement. Alors, fort de tout ça, on commence à expliquer un petit peu ce qu'est l'habitabilité, on commence à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Aujourd'hui, en tout cas, on prend comme acquis que le système solaire, c'est qu'un parmi des milliards d'autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut réaliser que depuis Copernic, ça a été une décentralisation permanente. On était au centre de l'univers, ensuite la Terre était au centre du système solaire, ensuite le système planétaire, ça devait être quelque chose qui était unique. On commence à arriver à bout d'arguments. Maintenant, si le cosmos s'étendait de manière uniforme de chaque côté, tout le monde est au centre de ce qu'on veut. Hein. Mais ça, c'est la révolution de la découverte des exoplanètes. Et c'est pas James Webb qui a commencé. La première exoplanète, on la connaît, hein, dans les années 90, on découvre les premières. Mais ensuite, la mission Kepler a complètement changé les choses. Et on se rend compte que, il y a autant de planètes dans la galaxie qu'il y a d'étoiles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous levez les yeux au ciel, pour chaque étoile, vous trouvez une planète. Et il y a des tas de manières de les rechercher, des tas de méthodes. Il y a l'astrométrie qui regarde comment une étoile bouge. Si elle est toute seule, elle va bouger d'une certaine façon. S'il y a une planète à côté, elle va bouger d'une manière différente. Il y a l'effet Doppler aussi qui est différent si vous avez une planète à côté d'une étoile. Il y a l'imagerie directe qui est formidable. Ce que vous voyez ici et ici, c'est des planètes en formation. En direct, comme ça c'est du visible. Et puis, la méthode du transit qui est celle qui a apporté le plus de résultats pour le moment. Et vous avez aussi l'effet de l'antigravitationnel. Alors ça nous permet de voir des choses qui sont tellement loin qu'on ne devrait pas voir naturellement. Mais grâce à M. Einstein, en tout cas par le fait qu'il ait découvert ce phénomène, on est capable de voir des objets d'un seul coup par effet de loupe. Simplement parce que vous avez des objets extrêmement massifs qui d'un seul coup déflectent la lumière et créent des effets de loupe. Et s'il y a n'importe quoi qui se trouve à côté, d'un seul coup, on va être capable de voir beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait voir théoriquement. Alors aujourd'hui, on en est là pour la découverte d'exoplanètes dans le peu de fonds de ciel que l'on est en train de rechercher. Je peux vous dire que ça date de la semaine dernière, donc c'est probablement déjà dépassé. Mais l'ordre d'idée, c'est celui-là. On a confirmé un petit peu plus de 5800 exoplanètes aujourd'hui, 4800 systèmes planétaires. Dans un tout petit carré de ciel, 300 millions sont dans la zone habitable. Là, je vais quand même prendre 2 minutes pour expliquer ce que ça veut dire parce que c'est important. On dirait chouette, 300 millions de planètes dans la zone habitable, c'est formidable. Il y a un mais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on observe ces planètes là où elles se trouvent. Vous vous rappelez de l'histoire de la migration de Jupiter ? Il faut faire attention que certaines de ces planètes ne se sont probablement pas formées nécessairement là où on les voit aujourd'hui. Donc, c'est là où la spectroscopie peut nous aider avec l'étude des atmosphères pour voir si on a des gaz qui nous disent qu'il se passe quelque chose d'intéressant. 1% qui ressemble à la Terre
Et puis des environnements habitables, j'ai mis plus parce que de toute manière, beaucoup de ces planètes vont avoir aussi des petites lunes autour d'elles. Et vous avez vu ce qui se passe dans notre système solaire. Dans notre système solaire, on a environ 250 satellites. Alors maintenant, vous pouvez multiplier, si vous voulez, le nombre de planètes qu'on est en train de découvrir par une moyenne de autant de lunes et savoir de combien sont habitables ou pas. On a découvert des choses qui ressemblent à la Terre. On a découvert des choses qui ressemblent à nos géantes gazeuses. Et puis, il y a des choses qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît, parce qu'on ne les a pas dans le système solaire. Et malgré tout, comme par exemple, il y a certains de ces mondes neptuniens qui sont à peu près de la taille de Neptune-Uranus, 40 000 km de diamètre, un peu plus, un peu moins, mais qui ont une physique absolument démentielle, qui passent littéralement de l'atmosphère à l'océan. Il n'y a pas vraiment de limite entre les deux. Et pourtant, théoriquement, il y a des zones habitables là-dedans. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je vais vite passer sur TRAPPIST, on en parlait. C'est ce fameux petit système où vous avez 7 planètes qui sont toutes de la taille de Mars et de la Terre, qui tournent autour d'une naine brune qui est toute petite. Ce qui veut dire en fait que ces 7 planètes-là, elles sont coincées dans la zone habitable, dans une distance qui serait pour nous dans le système solaire entre le Soleil et Mercure. Alors, celles-ci, la B et la C, on ne pense pas qu'elles ont beaucoup de chances d'avoir de l'habitabilité à la surface à leur surface, tout simplement parce que le type d'étoiles autour de lesquelles elles sont ont généralement beaucoup d'éruptions. Donc, on pense que les atmosphères, en fait, ont été érodées. Mais au-delà, par ici, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant et on commence à les observer maintenant. Donc, des systèmes planétaires, il n'y a pas toujours qu'une seule planète autour des étoiles qu'on découvre. Ça peut être des systèmes, celui-là en a 7. Le plus qu'on ait découvert, c'est 10. La spectroscopie qui nous permet depuis très loin de pouvoir analyser les gaz qui sont présents dans les atmosphères. Et ce qu'on cherche, bien évidemment, ce serait des molécules qui ne pourraient pas être seulement formées par la nature. Ou par l'intervention de la vie, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu plus complexe que simplement du dioxyde de carbone, on en voit ici. Mais quand vous voyez du méthane associé à de l'eau avec des silicates et de l'eau, ça commence à devenir intéressant du point de vue de l'habitabilité. Donc on a des candidats quand même qu'on observe de temps en temps. On parlera dans la discussion, je ne vais pas m'arrêter sur l'équation de Drake parce qu'on en parlera un petit peu pour la vie ailleurs. Mais pour finir sur la recherche de la vie dans l'univers, évidemment, venant de l'Institut SETI, je ne pouvais pas terminer sans vous parler de la recherche de vie technologiquement avancée. Et ça participe du même principe. C'est que la nature est fractale et la nature est probabilistique. Ça veut dire qu'elle va faire beaucoup plus de choses petites que de choses grosses et beaucoup plus de choses simples que de choses complexes. Et que pour espérer de trouver des civilisations technologiquement avancées, ça serait bien si on pouvait d'abord trouver tout plein de planètes avec des tas de microbes. Parce qu'encore aujourd'hui, la vie sur Terre, elle est à 90% microbienne. On a l'air de faire les malins là, mais on n'est pas les majoritaires dans cette planète, même si on pourrait penser le contraire. Donc ceci étant dit, on cherche encore aujourd'hui la possibilité d'une vie extraterrestre dans l'univers. Compte tenu de la découverte des mondes que l'on a, on peut supposer que c'est plus, c'est plus qu'une question de temps que d'autre chose. Mais l'Institut SETI cherche ce qu'on appelle des signatures technologiques, technosignatures. C'est donc pour nous écouter dans l'espace, savoir s'il y a un message, mais il y a d'autres types de technosignatures. On peut aussi chercher des formes de technologie que des civilisations avancées utiliseraient, par exemple, pour capter l'énergie, non pas de leur planète, mais la capter autour de leurs étoiles. On appelle ça des sphères de Dyson. Tout ça, c'est très anthropocentrique parce que je vous garantis que les extraterrestres, ils ne pensent pas de la même manière que nous. Vous vous rappelez la coévolution ? Leur boîtier là-haut, il va être fonction de leur coévolution avec leur environnement. Mais il y a quand même des choses qui sont indiscutables, c'est la nécessité d'énergie pour la vie. Donc les technosignatures, on les cherche avec des radiotélescopes, on les cherche avec des caméras, c'est des signaux laser,
pour savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait nous envoyer des signaux. Il y a aussi METI, ça c'est pas l'Institut, c'est ceux qui émettent des messages en disant ben voilà, on est là, essaye de trouver un moyen de communiquer avec des extraterrestres. Et ça, c'est des études de langage, c'est des études de communication. Il y a des études absolument fabuleuses qui montrent que les espèces intelligentes ici sur Terre, ou qu'on considère intelligentes, je ne mettrai pas de définition là-dessus, parce que vous pouvez, à mon avis, être une bactérie, avoir survécu 4 milliards d'années, c'est peut-être une forme d'intelligence aussi. Mais dans tous les cas, dirons-nous, c'est des espèces qui peuvent être des baleines, qui peuvent être des dauphins, ça on les connaît, les primates, les abeilles, les fourmis, les corbeaux. Si vous les mettez sur un graphe et si vous faites de la technologie d'information, vous vous rendez compte qu'on a tous la même grammaire. On a tous la même syntaxe. Nous et les abeilles, nous et les éléphants, nous et les baleines, on a tous la même syntaxe. Alors, est-ce que c'est étonnant ou pas? Pas vraiment, je dirais, parce qu'on vient tous du même arbre de vie. Hein. On a probablement tous les mêmes schémas. Ceci étant dit, j'ai mis le challenge à ce chercheur qui est de chez nous, en lui disant « Maintenant, tu essayes de me montrer que ces schémas que l'on voit, ils sont hérités de notre coévolution sur Terre ou alors que ce sont des schémas universels. Si c'est des schémas universels, alors on tient peut-être un moyen de pouvoir commencer à établir une sorte de langage, en tout cas une syntaxe, pour communiquer avec les extraterrestres. » Le grand silence, l'histoire du paradoxe de Fermi, c'est bien, il y a des mondes habitables partout, alors pourquoi on n'a pas des extraterrestres chez nous? Il y en a certains qui vous diront qu'ils y sont déjà et qu'ils ont construit les pyramides. Je ne peux pas dire que je sois tellement d'accord avec cette idée-là, mais il y a des tas de raisons pour lesquelles il ne serait pas là. D'abord, simplement les distances. Hein, et en plus, si la vie est un effet générationnel, comme on en parlait au début, ben, il se peut que peut-être la vie telle qu'on la comprend, en tout cas, elle ait commencé à peu près en même temps que nous. Et quand vous voyez là où on en était il y a 200 ans, on pourrait être juste à la limite de la bulle radio. La nôtre, on a commencé à émettre dans l'espace il y a environ 150 ans, admettons. On sait qu'il y a le petit frère du Soleil qui se promène à l'heure actuelle à environ la même distance, c'est-à-dire que c'est une étoile qui a été formée en même temps que le Soleil, qui a la même chimie, qui a aussi beaucoup de métaux, donc probablement des planètes. Elle est juste à la limite de notre bulle radio. Mais il suffirait qu'on ait simplement 200 ans d'écart. Il y a 200 ans, pour nous, pour aller le plus vite d'un point à un autre, c'était le meilleur cheval qu'on pouvait s'acheter. Et entre-temps, notre technologie a évolué. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. On pourrait être les uns à côté des autres et pas le savoir, pour le moment. Il y a aussi les distances. Peut-être qu'il y a des civilisations très loin, et c'est simplement une question de distance et de temps, etc. Et puis moi, c'est celle-là que je préfère quand même, parce que je pense que toute cette histoire-là, on pense à la recherche de la vie extraterrestre en fonction de la manière dont on pense, nous. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils vont être intéressés par l'exploration, ce qui est probable parce que la dispersion, c'est quand même quelque chose qui permet la survie. Mais il y a des tas de raisons qui ne sont pas d'ordre de survie pour l'exploration. Alors, est-ce qu'on les intéresse? Est-ce qu'on ne les intéresse pas? Est-ce que vous vous arrêtez nécessairement pour regarder toutes les fourmilières sur le chemin s'ils sont vraiment tellement avancés? Il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'a peut-être pas de signaux. Et, après tout, on a peut-être déjà les signaux. Mais simplement, avec la technologie qu'on avait il y a 60 ans, on a accumulé les données, mais la bonne chose, c'est qu'on les a gardées, ces données. Et aujourd'hui, on commence à avoir l'intelligence artificielle qui nous permet de regarder à nouveau ces archives et essayer de comprendre si quelquefois le cerveau humain, lui, n'a pas laissé échapper quelque chose. Et puis, on est en train d'équiper tous les télescopes qu'on utilise avec des boîtiers, justement, d'intelligence artificielle. Quel que soit ce que vous fassiez avec votre télescope, on écoute. Et donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, au moins de ce côté-là, c'est quelque chose qui est utile. Je vais arrêter là. On pourra utiliser ça pour la discussion, comme j'en parlais. C'est simplement pour vous dire que tout ce que nous apprend l'astrobiologie, ça nous donne des grands concepts. Ça nous donne aussi cette notion de technologie qu'on doit développer pour aller explorer des mondes qui sont extrêmes et des technologies qu'on ne développerait pas nécessairement si on n'avait pas ce challenge de faire cette exploration, et qui nous permet de comprendre les grandes étapes de la vie d'une planète, d'une coévolution, et de tourner ce regard vers la Terre
et de pouvoir utiliser ce qu'on apprend au bénéfice de l'évolution de la vie et de l'environnement ici. Bon, je vais arrêter là. J'ai été un petit peu longue, mais bon, désolée. On va avoir une dizaine de minutes pour des questions. Effectivement, ça serait intéressant d'essayer d'orienter ces questions plutôt justement sur ce pas de côté, cet effet miroir, et ce que vous abordez justement dans votre dernier livre, Inséparables. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Déjà, je me tourne tout de suite vers vous. Oui. Bonjour Nathalie, j'ai une toute petite question, c'est là, pardon. C'est que de notre jour, est-ce que nous, on est capable de simuler la formation de la vie? Par exemple, on change les conditions initiales et puis nous donne de différentes formes de la vie. Ah, si c'était aussi simple que ça. Mais enfin, il y a quand même eu des expériences qui ont été faites dans les années 50 pour simuler l'environnement primitif de la Terre et voir ce qui se passait. L'expérience elle-même, elle a été critiquée parce que on n'était pas tout à fait sûr de l'atmosphère primitive et des composantes, etc. Mais en clair, on a utilisé ce qu'on pensait être l'atmosphère primitive de la Terre. On a amené de l'énergie sous forme en fait d'électricité pour simuler la foudre et les éclairs. Et ça a produit des molécules organiques. Donc, on est allé jusque-là. Aujourd'hui, il y a des moyens un petit peu plus avancés pour faire ce genre de choses, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on peut, évidemment, avec l'intelligence artificielle, encore une fois, simuler de manière beaucoup plus performante, mais on ne sait pas exactement quelles étaient les conditions sur la Terre à ce moment-là. Il y a beaucoup de discussions encore sur la température même de la surface de la Terre. Il y a le paradoxe du soleil jeune qui était plus froid. Et donc, si on se fie simplement à la température du soleil, la surface de la Terre aurait dû être complètement gelée à cette époque-là. Et pourtant, on trouve des traces d'interaction d'eau avec les masses. On ne peut pas parler de continent encore à cette époque-là, mais avec les masses rocheuses. Donc, il y a encore tout un tas de choses qu'on ne comprend pas. Donc, bien sûr, on peut jouer les apprentis sorciers, on peut dire on a besoin d'énergie, d'eau, de nutriments, etc., et de voir ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus et qui est un petit peu plus tangible, c'est une expérience qu'on a faite il y a 4-5 ans maintenant à l'Institut, où on a pris des atmosphères d'exoplanètes, parce que ça, on les connaît avec la spectroscopie. On sait ce que c'est. Et on a pris des microbes, enfin, en tout cas, le métabolisme de microbes qu'on trouve dans les milieux extrêmes, parce que c'est quelque chose qu'on fait aussi à l'Institut. Et on a laissé se dérouler le temps pour voir comment les atmosphères évoluaient. Donc, je pense que pour nous, c'est plus difficile d'essayer de comprendre ce qui s'est passé sur la Terre pour le moment, parce qu'on n'est pas très sûr. Mais par contre, on a des exemples et des illustrations avec lesquelles on peut commencer à réunir ce qu'on connaît de l'extrême sur Terre et savoir si même une biologie terrestre, dans un environnement extraterrestre, pourrait donner quelque chose et quelles seraient les signatures. Donc, c'est quelque chose qui est complètement en progrès en ce moment et ça avance à toute allure. Merci. Une autre question, peut-être? Oui. Une question peut-être un peu relative à la notion d'échange d'ensemencement. Enfin, je ne sais pas si c'est bien relatif à ça. Je me demandais en fait où en était l'analyse des échantillons prélevés sur Bennu, par exemple, sur l'astéroïde, parce que j'avais juste vu un article juste après qui parlait de carbone surtout, mais je n'ai pas eu la suite des infos. Vous n'avez pas vu la suite des infos parce qu'elle est à suivre. Il faut quand même du temps pour analyser les résultats. J'ai cette chance en fait de travailler et de collaborer avec le chef de la mission de Bennu, Dante Lauretta. Et on a parlé un petit peu de tout ça. Alors, je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas, mais par contre, ce que je sais et que vous avez peut-être lu, c'est que le grand étonnement dans les échantillons de Bennu, c'est que ça semble indiquer que ces échantillons proviennent d'un corps très ancien dans le système solaire, qui date du début de l'histoire du système solaire, sur lequel il y avait un océan. Et un océan qui semblait être alcalin.
il voit des évaporites, c'est-à-dire en fait des sels d'évaporation, et il voit des séquences de ces sels dans des ordres bien précis, avec des chimies bien précises, qui semblent indiquer que, en tout cas, ces échantillons et Bennu viennent d'un monde qui avait un océan. Alors, je lui ai demandé s'il était capable de me dire si peut-être Bennu avait été éjecté de la Terre ou de Mars. C'est quelque chose qu'on est en train de discuter tous les deux. Il n'a pas la réponse, je ne peux pas vous dire plus, il n'y a pas de secret là, mais c'est le genre de discussion qu'on a à l'heure actuelle. Et Bennu, ça nous ramène 4,5 milliards d'années en arrière. C'est vraiment le début de l'histoire du système solaire. Une autre question? Oui. Je vois ce que c'est. La raison pour laquelle on rigole, c'est mon petit cousin. Et en ce qui concerne notre Lune, on pourrait aussi avoir des fragments de Mars et de Terre, de la Terre aussi. Alors, c'est parfaitement vrai. Et en fait, tu amènes un bon point parce que aujourd'hui, j'ai dit que sur la Terre, on n'avait pas les traces des plus anciennes roches parce que tout ça a été remodelé par la tectonique, parce que ça a été érodé, etc. Mais la Lune, c'est là où on va trouver les roches les plus anciennes de la Terre. Oui, oui. Et de toute façon, oui, les matériaux qui proviennent de Mars aussi peuvent entrer en collision avec la Lune. Pour le moment, on n'en a pas trouvé, mais ce qui me semble me faire dire qu'en fait, trouver les plus anciennes roches terrestres sur la Lune, c'est probablement quelque chose de pas très difficile. C'est que vous avez vu combien il y a de sites d'atterrissage sur la Lune, et je précise, on est bien allé sur la Lune. Il y en a quoi, 4, 5, je ne me rappelle plus. On a trouvé une pierre, une roche qui venait de la Terre. Ce qui en fait m'a fait sourire parce que faire tout le déplacement pour trouver une roche terrestre, vraiment... Mais non, c'est quand même extrêmement, extrêmement important parce que ces roches aussi anciennes sur Terre, on ne les a plus. À part dans ce qu'on appelle les anciens cratons, c'est-à-dire des anciens morceaux de très anciens continents qui existent toujours, qui n'ont pas été soumis à la subduction, qu'on trouve en Australie, qu'on trouve au Groenland et un petit peu au Canada. Mais statistiquement, c'est tout petit. Et donc, on a très, très peu de chance. Même si on découvrait quelque chose, scientifiquement, je ne crois pas qu'il y aurait assez de matériaux pour qu'on puisse faire une démonstration qui soit acceptable, en tout cas scientifiquement. Mais par contre, si on peut trouver des matériaux sur la Lune, comme c'est probablement le cas, là, ça va devenir intéressant. Et qui va nous venir en aide? C'est pas que j'ai un amour absolument fabuleux pour l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des moments où ça nous sert grandement. C'est-à-dire qu'on peut entraîner un algorithme de détection et le lancer à la surface de la Lune. On peut même utiliser des drones aujourd'hui à la surface de la Lune et essayer de cartographier et voir ce qui ressemble à ces matériaux terrestres. Donc c'est vraiment une époque à l'heure actuelle qui est extrêmement intéressante. Et puis comme je le disais, c'est aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, pour revenir un petit peu plus sur Inséparable, donc le dernier bouquin, c'est que il ne faut pas imaginer que les astrobiologistes qui regardent si loin pour essayer de trouver la vie ailleurs, etc., sont complètement déconnectés de ce qui se passe ici. Vous avez vu la troisième question d'astrobiologie, c'est celle-là, le futur de la vie sur Terre et au-delà. Et donc, l'astrobiologie, elle nous donne ces notions de coévolution. C'est comme ça qu'on a commencé à comprendre tous ces termes-là. Elle nous donne les notions d'habitabilité, de seuil d'habitabilité, d'effet d'emballement et de points de non-retour. Et les points de non-retour, j'ai cette diapo ici, c'est pour montrer ce qui se passe quand vous avez une planète qui a un océan. Là, ce n'est pas les humains qui sont responsables, mais quand vous avez une perte de la capacité de maintenir une atmosphère comme il se doit, vous avez une planète qui s'aridifie. Quand vous avez une planète qui devient trop chaude, voilà ce qui se passe. Et ici, on a une planète océan dans laquelle on est en train de perdre l'eau qu'on avait, d'une certaine manière, liquide en surface, qui est en train de se transférer dans l'atmosphère et qui aussi participe au réchauffement de la planète, et donc le risque d'effet d'emballement. On a ça devant les yeux, on sait ce que c'est. Et comme je disais, c'est pas pour pointer du doigt, c'est pas pour dire que c'est notre faute, on a une civilisation adolescente, on est très créatif et on crée des objets et on a l'amour de la création des objets et aussi un petit peu de la surconsommation et de la surproduction. C'est ça qu'il faut qu'on change.
Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas vous considérer comme coupable. Mais la chose à faire à l'heure actuelle, c'est se dire on est responsable. Et pourquoi ça change tout? Parce que le jour où on décide qu'on est responsable, on envisage le problème et on envisage les solutions. Ce n'est pas du tout la même chose. On se met en position d'apprendre une leçon et de pouvoir enfin grandir dans cette civilisation technologique et de passer, d'augmenter la durée du facteur L. On en reparlera, c'est dans les livres de toute façon, si ça vous intéresse. C'est l'équation de Drake, pour savoir combien de temps une civilisation technologiquement avancée peut continuer d'émettre. Et une des raisons pour lesquelles elle cesserait d'émettre, c'est qu'elle a disparu, bien entendu. Mais donc, cette vision de l'astrobiologie, c'est une vision par essence qui nous fait poser des questions sur l'origine de la vie, sur tous ces seuils. Mais comme on est le seul point de référence à l'heure actuelle, toutes les questions que nous posons vers l'extérieur, ce sont des questions à propos de nous-mêmes. Toutes les technologies que nous développons pour essayer de trouver la vie ailleurs, ce sont des technologies qu'on peut ramener sur la Terre. Je vais vite vous montrer un exemple parce que, vous savez, je vous laisserai les diapos, comme ça vous pouvez les partager. Vous voyez tout ça là? L'astrobiologie au service de la Terre, ce n'est pas pour faire de la publicité. Ce robot ici, on simulait une mission sur Titan. Une vraie simulation, c'est-à-dire exactement comme si on avait une sonde sur Titan. Et donc, Titan, c'est très très loin. Ce n'est pas comme sur Mars, où quand on est bien placé, on peut communiquer toutes les 40 minutes, si on a un direct avec la Terre. Généralement, c'est un petit peu de gymnastique, le rover, l'orbiteur, l'antenne sur la Terre, etc. Mais c'est quand même assez facile. Sur Titan, il faut longtemps pour pouvoir communiquer. Et donc, il peut se passer des choses à la surface de Titan. C'est un petit monde dynamique. Vous avez des données un jour, 3 jours plus tard, vous découvrez quelque chose, vous ne comprenez plus rien. Et pourtant, vous n'avez pas l'information pour savoir ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on voulait, c'est créer un robot qui soit suffisamment autonome et intelligent pour véritablement servir de membre de l'équipe scientifique. C'est-à-dire que ce robot, il était capable de comprendre les objectifs de la mission et capable de comprendre si quelque chose changeait dans l'environnement. Et donc, pour mesurer tout ça, pour développer ce robot, en fait, on a développé 6 algorithmes de détection qui sont directement utilisables pour la surveillance de la Terre et pour comprendre ce qui se passe. Comme c'est de l'intelligence artificielle, ça va plus vite et ça gagne du temps. Et le temps, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Donc, plus on peut gagner de temps pour avoir des données, mieux c'est. Une autre question qu'on a abordée avec l'astrobiologie et la modélisation du changement climatique ont exactement les mêmes problèmes. On a énormément de données satellites, on ne sait plus quoi en faire, mais sur Mars, par exemple, quand on veut chercher la vie, même des traces de vie anciennes, si elle n'est pas active, on a toutes ces données satellites et on a 4 sites d'atterrissage avec des rovers. Alors, on a de la très haute résolution sur ces sites, mais c'est vraiment très peu. On ne peut pas utiliser tout ce qu'on a, ce n'est pas utile. Sauf si on est capable, à un moment ou à un autre, de relier l'orbite avec le sol et d'essayer d'intégrer les données depuis l'orbite jusqu'au sol. Pourquoi je dis que c'est important pour le changement climatique? Tout simplement parce qu'on a énormément de données en orbite qui ont des résolutions qui sont raisonnables. Et sur Mars, c'est pareil. On peut avoir des résolutions jusqu'à 10 cm, 30 cm maintenant en orbite. Mais quand vous cherchez de la vie microbienne et des micro-habitats, on parle de choses qui sont de l'ordre du millimètre ou du micron. Donc, on essaye de comprendre comment connecter ces différentes échelles pour pouvoir enfin utiliser les données de l'orbite et apprendre quelque chose. Est-ce qu'elles nous disent quelque chose? Donc, on est en train d'entraîner ça sur la Terre. Et la raison pour laquelle c'est important pour le climat, c'est parce que les modèles climatiques terrestres ont toujours beaucoup de marge d'erreur en ce moment. On se dit, on prévoit quelque chose, mais le principe du changement climatique, c'est qu'en fait, vous ne pouvez jamais prévoir ce qui va se passer l'année suivante, tout simplement à cause de l'effet d'emballement, mais aussi parce que les modèles ne sont pas suffisamment précis. Et pourquoi ils ne sont pas suffisamment précis? Parce qu'il nous manque justement l'échelle locale, le phénomène local, le climat local et la dimension plus régionale qui sont tellement importantes dans la modélisation. C'est le même problème. Il y en a un, c'est l'environnement, l'autre, c'est la vie. Et donc, on est aussi en train de développer des nouvelles technologies pour pouvoir utiliser le mieux possible les données sur Terre pour ça.
Je crois qu'en gros, je vais m'arrêter là, mais aussi... Oui, j'allais vous dire. Oui, je vais m'arrêter. S'arrêter là-dessus. Je vais épuiser les Je gens, vous je sais. remercie, je suis désolée, je pense qu'on a bien vu effectivement l'importance de l'astrobiologie aussi pour cela. Désolé encore, merci beaucoup. Je veux qu'on garde un petit temps, puisque la librairie La Belle Aventure est là, et justement avec le dernier ouvrage Inséparable, mais également d'autres ouvrages que vous avez pu écrire. Et je vous remercie de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait nous questionner, rêver donc de coucher de soleil bleu sur une planète rouge, qui nous invite aussi à préserver notre Terre pour pouvoir continuer à avoir des couchers de soleil rouge sur une planète bleue. Merci.